disais, j'ai découvert tes nouvelles reprises ici dans Tout est sous contrôle, où une forme de poésie singulière caractérisait, me semble-t-il, les personnages qui étaient souvent au perché. Ils ont un grain qui sont assez attachants. Hein. J'avais vraiment été fasciné par cet humour qui caractérisait tes nouvelles. Ici, dans Niznayou, on est dans quelque chose qui est tout à fait différent. C'est un roman qui commence véritablement sur des chapeaux de roue. Hein. Le rythme est vraiment très rapide, et je me propose de lire un tout petit extrait de cette chasse à l'homme qui suscite vraiment de très nombreuses questions directement. Donc, ces silhouettes floues et lointaines, il a déjà aperçu leur sosie dans la campagne. Vêtements et chapeaux kaki, sacoche en bandoulière, fusil à l'épaule, régulateur, entre guillemets, de la nature, qui ne laisse aucune chance aux lièvres, aux chevreuils, aux daims ou aux sangliers. Aujourd'hui, la proie est un homme. Donc, il s'agit là d'une chasse à l'homme véritablement avec laquelle tu entres ici en jeu. Alors, moi j'avais envie de te poser une question, comme l'univers de ton roman, disons, est fort champêtre. On est dans Fonceny-la-Roche, qui est une petite ville que tu situes dans les Ardennes. Je n'ai pas voulu situer ni en France ni en Belgique, mais c'est dans les Ardennes. Oui. Une ville que j'ai inventée parce que je ne voulais pas non plus avoir trop d'informations. Et je voulais effectivement commencer le livre le roman, par quelque chose qui soit assez frappant, c'est-à-dire cet homme est poursuivi, on ne sait pas qui c'est, et on va le découvrir beaucoup plus tard. Mais au départ, le héros de mon histoire, Niznayou, celui qui se fait appeler, qui prétend s'appeler Niznayou, est donc un gamin qui n'a rien à voir avec cet homme, mais qui va petit à petit être en contact avec lui. Voilà, c'est ça. Alors le cadre, il est vraiment proche de la nature, et dans tes nouvelles aussi, on peut lire un intérêt pour la cause animale, un amour de la forêt. Comme univers, est-ce que ça t'inspire la nature ? Oui, je suis très attachée à la nature, et j'ai voulu situer ça, c'est dans une petite ville de province, donc, mais il y a à côté une grande forêt, une forêt surtout où on peut se perdre, et où un enfant de l'âge de mon petit héros, d'une dizaine d'années, peut se perdre. Effectivement, je lirai peut-être un extrait en fin d'interview. D'accord. Alors, Niznayou, c'est un nom qui a une signification dont on ne dira rien évidemment ici, mais qui a une signification en russe. Et ce petit gamin-là, donc, qui a la petite douzaine, dirons-nous, il va trouver refuge dans une famille en Belgique suite à la deuxième guerre de Tchétchénie. Alors, il est évidemment marqué par le souvenir des horreurs vécues, et on peut lire ça dans ton livre sous la forme de cauchemars récurrents qui apparaissent chez le protagoniste. Je vais également en lire un extrait. Oui, donc peut-être rappeler un peu la guerre de Tchétchénie, si tu veux, de super. C'est-à-dire, c'est une guerre un peu oubliée, c'était un tout petit pays finalement. Et il y a eu 2 guerres en Tchétchénie qui ont décimé une énorme quantité de la population, parce que c'est une population qui ne fait qu'1,5 million. Il y a eu plus de 200 000 morts. Il y a eu des massacres terribles, des déportations, des disparitions aussi. Et la première guerre de Tchétchénie, c'était entre 94 et 96, et la seconde entre 98 et 2000, mais ça a continué encore après. Et les gens qui étaient là, j'ai un ami tchétchène qui était revenu entre les 2 guerres, il était très jeune à l'époque, et il avait vu les tanks russes amassés près de la Tchétchénie, et il avait dit à son père, ça va recommencer. Et le père avait dit, mais non, on n'aura pas encore une deuxième guerre, c'est pas possible. Et malheureusement, il y a eu une deuxième guerre, et comme ce pays est tout petit, ça a été un vrai massacre, quoi. C'est ça. Donc, on disait, ça revient souvent sous forme de cauchemar. Parfois, il ne se réveillait pas tout de suite, plongé dans un cauchemar sans fin, où il revoyait les cadavres, les soldats, les amas de briques dans les rues dévastées, les décombres d'un bâtiment sur lequel était encore accroché un drapeau tchétchène gris de poussière, la liberté ou la mort. Une nuit, il hurla parce qu'il rêvait qu'un chat russe arrivait vers sa maman, et lui, que ces énormes roues lui passaient sur le corps. Alors donc, Niznayou, il est né d'un père tchétchène et d'une mère russe, et évidemment, en lisant ça, on a en tête le massacre en Ukraine aujourd'hui. Hein. C'est un livre qui contient de profonds échos, tristement, avec l'actualité d'aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéresse, c'est
dans ta façon d'écrire, est-ce que tu t'es nourri de témoignages directs? Quelle a été la portée de la recherche en amont de l'écriture? Oui, ça c'est très intéressant, effectivement. En fait, j'ai été formatrice en français langue étrangère pendant une dizaine d'années dans une association à Mons. Et j'ai eu, par le plus grand des hasards, plusieurs élèves tchétchènes. Et quand j'ai commencé mon roman, j'avais l'idée d'un personnage chez petit enfant, mais je me disais, bon, c'est un réfugié, mais il faut bien lui trouver un passé. Quel pays, etc. Enfin, comme imagine les romanciers. Et je me suis dit, pourquoi pas un Tchétchène? Et j'ai parlé avec certains élèves qui étaient réfugiés eux-mêmes et qui avaient connu certains des horreurs. Et puis, j'ai aussi été très attachée à un homme qui est devenu un ami proche et qui est tchétchène aussi. Et comme il ne parle pas bien français et que je parle un petit peu russe, on se débrouillait en russe. Et au moment de la parution, juste avant que le livre soit édité, je lui ai demandé de relire les passages qui se passent dans la capitale tchétchène et de voir si je n'avais pas écrit des choses inexactes, et il m'a beaucoup aidé. Donc mais c'était juste, le livre était déjà écrit. Mais disons que, bon, dans l'histoire, il y a vraiment le garçon Niznaïou qui est le héros, mais il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de lui. Et tous ceux-là ont beaucoup d'importance aussi parce ils vont porter ce gamin, ils vont l'aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit un homme qui est un petit peu sauvage comme ça, qui court dans les bois, enfin qui vit dans les bois, ou bien que ce soit un couple de fermiers dont la personne, des fermiers, dont la femme qui était institutrice avant va aider l'enfant à grandir aussi en lui expliquant, en lui donnant des exercices de français, en le faisant parler français, en le faisant découvrir aussi les pays, la France ou la Belgique. Et c'est cette connivence qu'il va avoir avec plusieurs personnes, en général des adultes, vont le sortir de sa misère parce que il est quand même. C'est un livre en fait plein d'espoir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Parce que je suis un peu. Et donc, le garçon va être aidé par tous ces gens et aussi pouvoir comprendre. Enfin, il est plongé dans le passé parce qu'il a emmené avec lui dans sa fuite de Tchétchénie, au moment où il allait être. Il a été dans des camions de transport, des transports divers, etc. Et puis, il a été accueilli par des gens et il a failli être adopté ici. Et à ce moment-là, il a emmené dans sa fuite le journal intime de sa mère, que sa mère avait écrit sous les bombardements. Il y a eu des bombardements terribles où les Russes ont considéré qu'ils faisaient un nettoyage parce que tous les Tchétchènes étaient considérés comme des terroristes. D'ailleurs, c'est parfois ce que certains Belges pensent aussi, hein, malheureusement. Moi, je connais beaucoup de Tchétchènes qui sont loin d'être des terroristes. Et donc, les Russes voulaient exterminer jusqu'au dernier. Il y avait des immeubles en ruine, des planchers effondrés, des vitres éclatées à cause des déflagrations, des fils énormes dans la neige pour aller chercher de la nourriture quelque part, des femmes qui s'épanouissaient. Enfin, des choses qui étaient terribles. Et ce gamin a vécu avec sa mère et a connu tout ça. Et puis, il est importé ici, dans nos pays, je dirais. Enfin, importé, pas une petite marchandise, mais voilà. Et il va découvrir un monde totalement différent, où finalement, il est assez bien traité, il est très bien traité. Mais à l'école, malheureusement, il n'est pas traité comme un petit étranger, mais comme il ne parle pas bien français, chaque fois qu'on lui pose une question, il répond « Niznaïou », ce qui veut dire évidemment quelque chose que certains d'entre vous savent peut-être, je pense qu'on peut le dire, ou bien oui. Ah oui. Niznaïou, ça veut dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Donc, quand on lui pose la question, il répond ça. Et finalement, tous les gamins de l'école l'appellent Niznaïou. Et son prénom sera révélé que beaucoup plus tard dans le livre. Alors, on va justement parler un petit peu des gens en Belgique qui le prennent sous son aile. Est-ce que tu veux bien dire un petit mot quand même de sa famille d'accueil, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de sa famille d'accueil de Jeff et Jeanne? Mais c'est un couple, on rencontre l'enfant dans mon livre au moment où il vit donc chez un couple qui est beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus âgé que
que pourraient être ses parents. Et c'est une dame qui est très brutale comme ça. Elle s'appelle Jeanne, elle est un peu costaud, et c'est comme si elle l'envoyait balader, etc. Et en fait, on apprend l'existence de cette Jeanne parce qu'au départ, il y a une jeune femme qui va s'intéresser à Nisnaou. Je vais l'appeler Nisnaou, pas par son vrai nom, hein, vous le découvrirez en lisant le livre. Et cette jeune femme, c'est une assistante sociale qui travaille dans un centre pour réfugiés et qui est intriguée par un gamin qui traîne toujours dans le coin et qui a envie de lui parler, etc. Elle ne comprend pas très bien ce qu'il veut. Et quand elle lui demande « Tu t'appelles comment ?» il répond « Nisnaou », évidemment, puisqu'il ne veut pas dire son nom. Et donc, cette jeune femme, assistante sociale, elle-même est un peu malheureuse en couple et va s'attacher extrêmement fort à ce garçon et essayer de le suivre. Et c'est comme ça qu'elle rencontre cette fameuse Jeanne, qui est l'ogresse, comme elle l'a décrit, qui est la dame qui a accueilli le gamin avec son mari. La dame et le gamin. Et son mari, je veux dire. Alors, l'assistante sociale, donc, dite Léna, elle est en couple avec un personnage qui n'est pas très glorieux, de prime abord. Oui. Il s'appelle Tony et il pratique les arts martiaux, c'est une vraie passion pour lui. Il est dans un centre de tir et on sent que tu t'es d'ailleurs beaucoup documenté aussi sur l'armement. Ah oui, oui. Et j'ai interrogé quelqu'un qui était passionné par les armes et j'ai pris des notes au moment où j'écrivais le bouquin. C'était un autre monde. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des pages qui sont vraiment assez techniques là-dessus, mais ce qui est très très bien fait, je trouve, c'est donc la construction de ce personnage qui nous semble de prime abord assez imbuvable, Tony, et puis finalement, on voit que certaines circonstances dans son passé expliquent un petit peu l'homme violent qu'il est et les moments d'épiphanie qu'il vit quand il se retrouve devant un miroir avec une arme. On sent que là, il est vraiment heureux. Oui, il est vraiment... Il s'exerce dans un club de tir, mais il est un petit peu à part, c'est-à-dire qu'il a envie, lui, de tirer dans la forêt, de tirer sur des animaux, de tirer sur n'importe quoi. En fait, pas des gens, hein. Il n'est quand même pas à ce point-là. Et alors, il fréquente une bande de types qui sont un peu bizarres, qui aiment aussi tirer dans les bois, et qui sont un peu complotistes. Et c'est des survivalistes, en fait. Ils veulent refaire le monde, et ils sont un petit peu étranges. Et ce Tony, qui est finalement, c'est pas un mauvais gaillard, mais au départ, comme je l'ai présenté, on peut se dire que sa compagne, Léna, va terminer dans un sac poubelle. Hein, Donc, il est assez violent en gestes et en paroles. Et il lui dit, pourquoi tu t'occupes de tes petits immigrés? Occupe-toi de moi, ma petite chérie. Dans le sens, occupe-toi de moi, comme un homme peut dire quand il a envie de sexe. C'est ça. Et donc finalement, ce personnage de Tony, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'une telle importance dans le livre était prévue à la base? Ah non, absolument pas. Ce Tony m'a complètement accaparé. Au départ, c'était un personnage tout à fait secondaire, parce que Léna, je me disais, bon, il faut qu'elle ait une vie quand même, il faut qu'elle ait un passé, etc. Bon, je me suis dit, je vais lui trouver un compagnon, il s'appelle Tony, et puis c'est bon, il travaille dans un club de sport, et c'est un type un peu brusque. Mais après, ce personnage a pris des proportions inimaginables, et c'est comme ça que j'ai dû m'intéresser aux armes aussi. Ouais. Voilà, c'est là où vraiment je voulais en venir. Pour moi, le point fort du livre, c'est ça, c'est la nécessité des armes dans un contexte de guerre, comme moyen de défense, mais c'est aussi l'addiction à l'armement, c'est aussi le mode du jeu transposé dans le registre militaire, quoi, le gars devant son miroir qui vit des heures de gloire en se regardant fusil à la main. Et le roman, de manière extrêmement subtile, va faire en sorte que cette ligne de démarcation entre le jeu et la réalité s'estompe. Oui. Et il va s'agir quand même à un moment donné, même si on n'en dira pas plus, de se trouver une cible en chair et en os. Et cette rupture-là est très bien faite et me semble-t-il, elle est d'actualité. On a évoqué tantôt la catastrophe en nucléaire, mais je pense que M. Masson a été le premier dans les critiques que j'ai lues sur le livre à souligner le côté un peu pro-Trump de certains personnages. Et je trouve ça très, très pertinent, puisque on a une sorte de requalification de la Terre comme terrain ludique à bâtir, où tous les coups sont permis, depuis que Trump a repris les rênes. Et donc, dans ce livre, pour moi, en écoutant l'actualité, on a autant à dire sur
les massacres perpétrés par Poutine que par l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui utilise le monde à des fins ludiques, sauf que c'est pas un jeu, quoi. Cet effacement-là, je trouve, est très, très, très bien fait. Je ne sais pas si... Allez, je peux le dire, tu es musicienne amatrice. Hein. Oui. J'ai eu l'impression que tu parvenais à créer ça avec ce qu'on appelle en musique le contretemps. Alors, je sais que tu ne raffoles pas des contretemps en musique, mais il m'a semblé que dans la forme du livre, il y avait un mouvement de contretemps programmant une chasse à l'homme, et puis 150 pages, plus loin on revient avec cette idée de chasse. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'évidemment, il y a plusieurs personnages qui se croisent, et tous ont un point commun avec le garçon. Il y a ces fermiers qui vont aider ce gamin, et puis il y a aussi le type qui vit dans les bois et qui est effectivement celui qui est poursuivi au départ. Il y a aussi d'autres personnages qui sont importants, et tous ont des points communs. Ils sont tous très solitaires, ils ont un secret qui va être révélé à la fin du livre. Ils ont une grande générosité, et aussi ils ont pour la plupart un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose qu'ils ont fait dans le passé, mais qui va être aussi révélé au courant du livre. Alors, tu l'as dit tantôt, Fontenay-la-Roche, c'est une invention. Et il y a 2 ans, quand tu as reçu ton prix, tu as dit que tu passais beaucoup de temps, si je me souviens bien, à inventer des personnages qui n'existaient pas dans des lieux qui n'existaient pas. Donc, c'est pas la peine de te poser la question d'une éventuelle ressemblance avec des lieux ou des gens, mais quand même, moi, j'avais envie de te poser la question de ton rapport à l'observation dans ton voisinage immédiat. Hein. Tu as des textes dans Tout est sous contrôle, notamment. Un texte qui s'appelle Voisin, ça ne pourrait pas être plus clair. C'est un lien, le voisinage, aussi indéfectible que la famille, souvent. Hein. Et donc, j'ai l'impression que tu as une forme d'acuité quand tu regardes tes proches. Est-ce que ton voisinage t'inspire? Parce que cet univers, il est fait de rumeurs, hein, qui vont être même létales à un moment donné, hein, à Fontenay-la-Roche. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille, ça, la circulation des bruits qui se transforment en rumeurs et qui peuvent être définitifs? Je n'ai jamais été victime de rumeurs, heureusement, mais bon, ça peut arriver à n'importe qui. Et je m'étais dit que c'est dans ce petit milieu de types qui sont vraiment très attirés par les armes et qui sont dans ce côté survivaliste aussi, la rumeur, ça peut jouer un rôle aussi. Ils ont vu quelqu'un dans les bois, ils ont vu un homme dans les bois avec un enfant, ils s'imaginent tout de suite que c'est un prédateur sexuel, etc. Et en avant, on prend ça comme prétexte pour détruire un autre être humain. J'aimerais bien lire un autre extrait sur cette question-là, justement, de la rumeur. Dans une petite ville comme Fontenay-la-Roche, les rumeurs se déploient tels les oiseaux migrateurs que l'on voit parfois très haut dans le ciel, avant qu'ils se rejoignent pour former un V parfait, où chaque individu adopte le rythme de ses battements d'ailes pour trouver sa place précise à bonne distance de son prédécesseur. Alors, tu l'as dit aussi, tu n'écris pas de poésie, mais il y a quand même des fragments qui sont poétiques dans ton roman. Comme vous le voyez, c'est vraiment très très bien écrit, ça se lit extrêmement rapidement. C'est vraiment un très très beau livre. Alors j'aimerais bien, Françoise, que peut-être tu nous lises à présent un extrait qui te tiendrait à cœur de ton livre. Oui, je veux bien. Je voulais juste dire qu'il y a un personnage qui... tu me demandais si je m'étais inspirée de personnages qui existent vraiment. Et il y a un personnage qui existe vraiment dans mon histoire, mais qui est très secondaire, donc qui n'est pas... Et c'est quelqu'un qui va justement prendre le journal intime de la mère, donc elle a écrit à Grosny pendant les bombardements, et qui va s'arranger pour pouvoir il est écrit en russe, elle va s'arranger il va s'arranger pour que ce livre soit traduit. Et c'est comme ça qu'un de mes personnages lit tout ce qui s'est passé quand la mère expliquait les bombardements, quand elle expliquait tout ce qu'elle avait vécu là-bas et combien elle avait peur pour son fils. Je me suis basée sur quelqu'un que j'avais connu et qui avait d'ailleurs été un de mes élèves. D'accord. Voilà.
Alors peut-être lire un extrait. Un extrait si tu veux bien. J'ai choisi un extrait qui est justement quand l'enfant Nisnaïou s'enfuit dans la forêt. Il ne désire pas vraiment fuguer, mais il est tellement perturbé par tout ce qui se passe qu'il va partir avec quasiment rien. L'enfant n'avait pas prémédité sa fugue. Il n'avait emporté qu'un petit couteau trouvé dans la cuisine. Il continua sa marche incertaine. Les chemins semblaient avoir disparu. Il se mit à boiter. Des larmes mouillèrent ses yeux. Il était peut-être en train de tourner en rond sans le savoir, comme dans un récit que sa mère lui lisait là-bas, à Grozny, en Tchétchénie, quand il y avait encore des maisons debout et des armoires avec des livres. Il demanderait à la dame blonde de l'association du Lion Prétéen, et ils le regarderaient ensemble, blottis l'un contre l'autre, même si les mots étaient écrits dans une langue, dans un alphabet qu'il ne maîtrisait pas tout à fait. Peut-être qu'un jour, il lui dirait son vrai prénom à la dame, à la place de celui dont on l'avait affublé à l'école, quand il faisait semblant de ne rien comprendre et répondait aux questions de l'instituteur par 2 mots répétés en boucle, « Nisnaïou, Nisnaïou ». Tous les gamins de la classe étaient mis à l'appeler « Nisnaïou ». C'était ce qu'ils avaient crié en battant les chemins pour le retrouver. Quand ils étaient volontairement éloignés du groupe, éblouis par la beauté de la nature, de l'immense forêt mystérieuse qu'il accueillait lui, le petit orphelin, venu d'un pays meurtri, aux villes et villages rasés par les bombes russes. Merci beaucoup. Peut-être, j'avais une dernière question, mais je ne sais pas si j'ose te la poser. Tu travailles sur quoi en ce moment? C'est quoi tes projets pour la suite? Sur rien du tout. Je vais être très franche, sur rien du tout parce que je suis découragée par l'édition. Voilà. C'est quelque chose que j'ai lu dans un autre de tes livres. Tu n'épargnes pas le monde éditorial. Dans une nouvelle, je pense que ça s'appelait Le Choix. Oui, tu réussis d'ailleurs à trouver de l'inspiration dans quelque chose qui en général inspire assez peu les auteurs, c'est le refus éditorial. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te pose cette question-là. Tes projets. Je n'ai pas de grands projets, mais disons que j'écris régulièrement pour Marginal. Oui. Et ça me booste parce que c'est un sujet qui est imposé. Et le sujet n'est pas toujours facile à traiter, tu le sais comme moi. Et ça me plaît parce que j'ai besoin d'un coup de cravache pour écrire. Avant, quand j'ai commencé à écrire, il y a déjà des années, j'étais passionnée par ça, j'écrivais, j'ai écrit énormément de romans et tout ça. Et puis après, je me disais, mais moi j'écris quand même pas pour recevoir de l'argent, j'écris pour avoir des lecteurs et pas pour avoir des manuscrits dans mes tiroirs. C'est logique, hein. Alors je voulais profiter de la soirée pour parler de la réédition de ce livre-ci, Seuls les échos de nos pas, qui était paru chez Lusulka il y a déjà des années, juste avant qu'elle arrête, et qui est un roman qui raconte l'histoire d'une disparition. Une jeune femme disparaît, et je me suis attachée à décrire les sentiments profonds que ressentent ceux qui restent, ceux qui ont été proches de la disparue, mais qui ne savent pas ce qu'elle est devenue. C'est publié aux éditions Edern, donc Edern fait pas mal de rééditions, et c'est intéressant aussi, par rapport à la vie des livres. D'accord, super. Ben, merci beaucoup François, un grand merci.